géographique. C'est bon pour les gens? J'avais quand même quitté ça. Écoutez, merci d'être venu. Merci à vous. Vous êtes les référents de rond-point Non, on est au service communication. Vous avez été au pôle service communication. D'accord. C'est ça. Ça se structure. Voilà, ça se structure. Ouais, c'est ça. Et donc il y a un groupe où on est plusieurs. Il y en a d'autres qui se sont rajoutés, qu'il faut qu'on rencontre, etc. Et donc on a déjà eu cette démarche. On a rencontré votre collègue M. Gaillard, on a rencontré le maire d'Alès. On a rendez-vous avec M. Collard la semaine prochaine, le préfet début de semaine aussi. On est en contact avec un groupe qui s'est monté aussi à côté de Nîmes et qui, eux, ont fait le côté sénateur. Donc, de Galargues. C'est ça, tout à fait. Donc vous avez déjà fait remonter beaucoup d'éléments auprès de M. Roustan, de M. Gaillard. Bien sûr. Alors vous, on vous a rencontré la semaine dernière, oui. Mais tellement de choses se sont passées, vous avez vu, hein, c'est vraiment une série, ça va tellement vite, et là beaucoup de choses ont changé, hein, et donc on n'a même plus le même discours au jour d'aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça qui est important, c'est de faire le point très régulièrement, de voir maintenant, en fonction de toutes les annonces qui ont été faites, parce que quand même je pense que ils ont fini par se déboucher un peu les oreilles et se dire tiens, il se passe quand même quelque chose, et il y a une parole là qu'il faudrait peut-être écouter. Ensuite, je ne sais pas s'ils ont totalement entendu, mais... Ou mesurer. Peut-être on va parler de mesurer, la grandeur de pas uniquement de mesurer. Moi, j'étais encore hier soir. Autant, vraiment, il y a des parties et du gouvernement et des parlementaires qui... prennent conscience. C'est pas prendre conscience, c'est qui comprennent ce qui se passe et qui déjà en parlaient depuis très longtemps en disant qu'il y a des sujets sur lesquels il fallait travailler, aborder, sinon c'était pas possible que toute une population suive, etc. Nos problèmes de communication en particulier, autant il y en a certains qui restent toujours avec une hauteur, une condescendance, une suffisance. Donc, si vous voulez, nous, on a un peu une double tâche. C'est d'abord de nous écouter ici sur le terrain et de faire passer le message quand même que tout débordement de violence détruit le propre terrain de chacun, le vôtre comme le nôtre et comme celui de nous tous, puisqu'on vit dans le même pays. Et puis, on a une autre tâche qui est également de réveiller toutes ces personnes là-haut qui continuent à vivre dans cette espèce de bulle et qui vivent dans une France qui n'est pas la France. Tout simplement. Mais bon, les choses se réveillent. Les choses se réveillent. Il y a un homme politique qui a dit gouverner, c'est oser. Choisir, c'est oser, oui. Tout en protégeant les plus faibles. Vous savez de qui je parle concrètement? Je ne sais pas, c'est Gambetta peut-être. C'est M. Macron qui Macron dit ça. Ah oui, d'accord. Dans son livre Révolution. Ah oui, c'est ça, ce sont ces mots, parce que Gambetta a dit à peu près la même chose. Donc je voudrais savoir concrètement, parce que j'ai vu un peu votre parcours, quelle résonance peut avoir ce genre de propos tenus quand on voit le contexte aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de très constructif, comment dire, de se rendre des comptes les uns les autres. Je peux répondre à votre question, moi je suis très à l'aise là-dessus, il n'y a aucun souci. Hein. Je peux vous expliquer pourquoi, alors que je suis d'un milieu très populaire et qui a connu bien la galère, etc., j'ai pour autant suivi Emmanuel Macron et je continue à le suivre parce que je pense que son orientation est la bonne, mais je pense que ce qui m'a amené moi à le suivre n'est peut-être pas quelque chose finalement de très important. Par contre, que vous compreniez que vous avez des interlocuteurs, des personnes qui peuvent faire le relais, qui sont insuffisamment entendus, parce que nous, le message que nous portons depuis le début, depuis 1 an et demi, il est peu écouté. Mais là, maintenant qu'il y a une manifestation populaire qui est là, on se tourne quand même vers nous en nous disant mais comment vous interprétez ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là, on explique ce que c'est qu'une fin de mois difficile. On explique des choses assez basiques et que certains ne comprenaient pas. Et ça fait résonance quand même, parce que c'est quand même pas tous ils sont des gens intelligents quand même. Il y a des choses qu'ils avaient perdu de vue, dont ils n'avaient pas pris la mesure, mais petit à petit ils le font. Le chômage, moi il faut m'expliquer. Le chômage, c'est quelque chose que l'on vit individuellement. Quand on est au chômage, on a l'impression que tout le monde est au chômage. Et quand on ne l'est pas, mais quand vous regardez les chiffres...
Moi, je ne peux pas être au chômage. Comment ça, vous ne pouvez pas être au chômage? J'ai touché mon chômage, c'est terminé, donc je ne suis plus au chômage. Donc je ne fais plus partie des chiffres du chômage comme tant de gens. Le chômage, on le touche parce qu'on a travaillé, on a eu une certaine activité et on le touche ensuite. Et quand on n'est pas réembauché, moi je ne suis pas réembauché, donc je ne suis plus dans les chiffres du chômage, mais je ne travaille toujours pas. Je pense que je ne suis pas la seule. Vous avez moins de 26 ans? Et oui. Vous ne pouvez pas faire partie vous n'avez pas droit au RSA, et etc. Il y a les missions emploi jeunesse qui sont là pour généralement vous accompagner. Ensuite, je veux dire, je ne vais pas me transformer en Pôle emploi et étudier votre dossier, mademoiselle. Là n'est pas la question. Moi, j'ai deux enfants de votre âge. J'ai ma fille qui n'a jamais eu de diplôme et qui maintenant a passé un CAP de cuisine et qui travaille en cuisine, mais entre 18 et 23 ans, elle travaillait au McDo, elle travaillait ça, elle travaille ici. Je vais vous dire, si on a envie de travailler, de gagner 900 € par mois, on le fait, c'est pas difficile. Non, c'est très difficile, ça fait 1 an que je cherche. Et je vous montre tous les entretiens d'embauche que j'ai passés, c'est pas vrai, c'est très difficile de trouver du travail aujourd'hui, c'est très Ce matin, nous avons visité une entreprise, par exemple. Alors, elle a un Saint-Esprit, mais il y a la semaine dernière, j'en ai visité sur Alès, etc., qui ne trouvent personne, qui ne recrutent personne. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des personnes qui acceptent de venir travailler. Moi, je suis d'accord. Je veux simplement dire que les choses ne sont pas si simples. Il n'y a pas un marché de l'emploi qui est fermé et auquel personne n'a accès, on n'y a pas droit. Et puis, derrière, des hordes de personnes qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas. Il y a des difficultés pour trouver un travail qui vous convient. Il y a des difficultés pour trouver l'endroit où il y a du travail peut-être. Et il y a énormément d'entreprises, et il y en a énormément sur le bassin alésien, mais vraiment, énormément. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on n'en visite pas une, où ils ne trouvent pas des gens à embaucher. Excusez-moi. Dans le type d'emploi dont vous parlez, quelles sont les conditions? Parce que moi j'aimerais connaître. Comment ça, les conditions? Les conditions de travail, les nombres d'heures de travail, quelle est la pénibilité. Le nombre d'heures, c'est maximum 35 heures. La pénibilité, la qualification, beaucoup d'entre elles emploient sans aucune qualification. Sans aucune qualification. Excusez-moi si je peux finir. Quelles sont les perspectives pour ces personnes-là? Est-ce que ce sont de simples CDD, de simples intérims? Aujourd'hui, la perspective pour les personnes, je pense, c'est d'avoir un emploi stable, bien payé, pour se permettre de pouvoir acheter une maison et d'avoir des garanties financières derrière. Personne n'a envie de galérer toute sa vie. Alors, mais en fait, voilà. Monsieur, si vous n'avez aucune qualification et si vous avez simplement... Je vous redonne l'exemple de ma fille. Elle avait aucune qualification, elle travaille. Je trouve que là, non, je vois pas la... Donc là, on peut pas... Non, c'est pas qu'on peut pas discuter. C'est pas ça, c'est que vous nous avez entraîné sur une pente sur laquelle on ne veut pas aller. Voilà, moi je vais reprendre un peu le sens de ce que... on reprend un peu là où on en est aujourd'hui. Alors moi je pense qu'effectivement il y a une grosse fracture entre les élus du terrain et puis la cime de la pyramide. Parce qu'on a fait remonter des choses. Je pense qu'on a sollicité les députés, les conseillers généraux, tout. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a eu? On nous dit que pendant 12 mois, on laisse de côté les augmentations au niveau des carburants, de l'énergie. Non, pas pendant 12 mois. Ça a été supprimé. Ça a été supprimé, d'accord, ok. Après, je vous avoue que d'heure en heure, on a de nouvelles annonces. Oui, d'accord. Donc il faut suivre. Voilà, il faut suivre. Le problème, c'est qu'on nous dit on vous fait cadeau de l'argent qu'on n'a pas encore déboursé. Alors là, la passe, elle est très forte. On fait cadeau de l'argent qu'on n'a pas encore déboursé. Oui, c'est-à-dire qu'on nous dit vous deviez dépenser 200, 300, 400 € supplémentaires, vous ne les aurez pas à les dépenser. Le cadeau, il est nul, zéro. C'est pas ça qu'on demande. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça un Grenelle du pouvoir d'achat, mais il va falloir mettre en place quelque chose. Oui. Parce qu'à un moment donné, oui, effectivement, nous ce qu'on veut, c'est la revalorisation des pensions de retraite, c'est la revalorisation du SMIC, c'est la revalorisation de tous les salaires, qui soient indexés au moins sur le coût de la vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vais vous prendre l'exemple des retraités. Un retraité, je vous parle de 2018, cette année, on nous a pris 1,7% de CSG. L'inflation, et je suis modeste, elle va être de 1,7%. L'augmentation qui nous est programmée, elle est de 0,3%. Ce qui veut dire qu'en pouvoir d'achat, je perds 3,1% sur un an. Si je touche 1 300 € par mois, ça va faire dans les 15 000 ou 16 000 € sur l'année, multiplié par 3,1%, j'ai perdu 500 € et j'ai rien fait. Vous demandez en fait qu'il y ait une
une réflexion globale sur toute la fiscalité. Ah mais moi c'est ce que je demande. Je vous demande de façon complète. C'est une priorité. Moi, il faut qu'il y ait une remise en question de nos politiques aujourd'hui. Quand vous dites tout à l'heure, il y a des gens intelligents qui, excusez-moi, il y a des patrons qui gèrent, il faut avoir des diplômes, etc. Mais il n'y a pas de sous-citoyen, madame, ici. Mais qu'on soit patron ou employé, je veux dire, l'un ne va pas avec l'autre. Non, l'un ne peut exister sans l'autre. Si on veut, on peut tourner la phrase comme ça, peu importe. Mais je veux dire, aujourd'hui, le gars qui va ramasser vos ordures devant chez vous, on est bien content qu'il soit là, cette personne, malgré le fait qu'il n'aura pas fait 10 ans d'études. Et tous les députés aujourd'hui n'ont pas fait 10 ans d'études. Et heureusement, autour d'eux, il y a des gens compétents qui vont leur donner des conseils. Et on va s'appuyer sur ces personnes-là. Donc aujourd'hui, tout le monde, tout à chacun, devrait pouvoir siéger, pourquoi pas, à l'Assemblée ou autre. Moi aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi je vois aucune légitimité aujourd'hui dans le gouvernement actuel. Quand on voit le pourcentage d'abstention, est-ce que vous avez réalisé quand même l'abstention? Est-ce qu'on peut remonter les manches, montrer ses muscles quand on connaît l'abstention aujourd'hui en France? Je pense que personne ne montre ses muscles, monsieur. Et en fait, si je vous entends bien, vous demandez... simplement, vous avez un sentiment de ne pas avoir de considération, qu'il y a une appréciation. D'ailleurs, on n'est pas encore venu nous parler. Je n'ai pas vu une seule fois venir nous parler. C'est vraiment méprisant. Qui est venu notre président. Depuis tout ce qui se passe, pas une seule fois il est venu s'adresser à nous. On se sent méprisé. Ça, c'est sûr. Bon, c'est bien dans son... Et avec le discours que vous avez fait tout à l'heure, madame, je suis très inquiète. Parce que je suis en train de me dire... Ah si, je le suis parce que nous sommes en train de nous structurer et nous n'arrêterons pas. Et là, on commence à rentrer dans des problèmes vraiment beaucoup plus importants, ne serait-ce que sur Alès, avec le taux de chômage qui est encore plus important. Apparemment, on m'a dit plus de 1000 personnes depuis le début du mouvement. Des chefs d'entreprise qui n'en peuvent plus parce que vraiment, il n'y a pas que les gilets jaunes. Voilà. 1000, c'est gentil. Ah, donc, non, c'est 1000, c'était les chiffres qui étaient encore hier. 1000, c'était les chiffres de chômage partiel. Et on ne s'arrêtera pas. Blocage. Et quand vous nous dites, enfin moi je sais pas, quand vous dites il est facile, tout à l'heure dans votre discours, j'ai eu l'impression que vous disiez tout ce que vous êtes en train de nous dire c'est faux, vous pouvez tout à fait vivre différemment. Enfin, je me suis sentie très mal à l'aise tout à l'heure, j'étais prête à m'en aller. Madame, on ne peut pas toujours entendre ce qu'on a envie d'entendre. Moi je vous dis simplement vous nous entendez pas, alors. Je vous dis simplement que je viens d'un milieu où je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont fait le choix de ne pas travailler et qui vivent d'allocation. Laissez-moi terminer. Et je vis autour de moi avec des gens qui font le choix de travailler parce qu'elles veulent travailler et qu'elles gagnent des cacahuètes et qu'elles tirent la langue comme ça parce qu'elles ne peuvent pas vivre de leur travail. Mais elles ne donnent pas. Mais madame, je ne vous parle pas d'envie, justement. Oui, mais ceux qui ont choisi de ne pas travailler, c'est peut-être par rapport à ça. Je vous dis, je répondais à mademoiselle qui dit qu'il n'y a pas de travail. Je dis, il y en a du travail, mal payé, mal payé. Alors vous ne pouvez pas les chercher. Mais madame, je ne vous dis pas que le travail est bien payé. Je vous dis que du travail, il y en a. Ce n'est pas la même chose. Et moi, ma fille, j'étais la première à l'engueuler lorsque je lui disais, lorsque tu acceptes de faire 50 heures par semaine par quelqu'un qui te paye 1000 € par mois, eh bien ma fille, tu entretiens cette exploitation et tu fais en sorte que des personnes se gavent sur ton dos et tu dois refuser cet état de fait. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Ça, je ne peux pas l'entendre. Ce n'est pas vrai. Tous les jours, je visite des entreprises avec des gens qui disent on ne trouve personne. Alors, ils pourraient les payer davantage et ils attireraient mieux. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas le même discours. Je réponds à une question qui dit il n'y a pas de travail. Je dis ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de travail bien payé peut-être, mais ça c'est une autre histoire. Donc puisqu'on en est à parler de travail mal payé, je suis partie pendant 1 an travailler en Tunisie pour 200 € par mois parce que je ne trouvais pas ici. Ça vous paraît mal payé ou pas? 200 € par mois 200 € pour faire à peu près 18 heures par jour avec un jour de repos. 18 heures par jour? Eh oui. 6 heures de sommeil? Eh oui. Quand on les avait. Vous faisiez quoi? De l'animation, madame. Pour ma maman. Parce que je ne trouve pas en France. Donc je fais quoi? Je repars travailler pour d'autres pays. Et quand je rentre, je n'ai droit à rien. Il y a une déconnexion totale. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. Entre ce que moi, je suis à l'opposé de vous. Voilà. D'accord. Donc je suis vraiment à l'opposé. Je suis avec tout le monde. Moi, je travaille depuis que j'ai 16 ans. Mon mari aussi. On se défonce, on fait beaucoup d'heures. Mon mari fait beaucoup d'heures. Je travaille dans un commerce où on cherche du monde. Voilà. Où on ne trouve personne depuis le mois de mars, alors qu'il y a 800 demandes d'emploi concernant mon emploi à la NPE d'Alès. Il n'y en a pas une qui a passé la porte. Donc voilà, après ça ne te concerne pas, mais moi je suis dans ce cas-là. Pourquoi ça ne la concerne Par contre, pas? mais attendez, parce que c'est pas ce qu'elle fait, c'est pas son travail. Je cherche dans tout. Voilà. Mais il faut des formations spécifiques, il faut voilà. Après,
Ça s'apprend pas, c'est une passion, c'est tout ça. Après, là où je rejoins tout le monde, c'est que je travaille énormément, mon mari travaille énormément, il a un commerce depuis 14 ans, il a fait une année entière, 365 jours par an, sans un seul jour de repos, à dormir 6 heures par nuit à peine. Aujourd'hui, nous travaillons tous les deux, nous sommes propriétaires depuis l'âge de 21 ans, d'accord? Donc j'ai encore vendu ma maison, j'ai refait construire, on m'a pris 10 000 € de taxes d'aménagement pour pouvoir avoir le droit d'habiter dans ma maison, alors que j'économise depuis l'âge de 20 ans et on tire la langue à la fin du mois. J'ai 2 enfants, on ne s'en sort plus. Voilà. Il y a 5 ans en arrière, j'étais capable de mettre 50 € pour mes 2 enfants, mettre un petit peu d'argent pour nous de côté, se faire plaisir. Aujourd'hui, on gagne notre vie, on n'arrive pas à se faire un resto. D'ailleurs, on n'a pas le temps, puisqu'on dort. Je vais travailler pour presque ça, puisque quand j'ai payé mon crédit, qui est équivalent à un loyer, pas un loyer de 300 € comme on a pu nous dire, hein, un loyer qui se rapproche des 800 €, d'accord, c'est mon choix. C'est mon gros luxe, je l'ai déjà dit, mon gros luxe c'est d'avoir fait une maison de 140 mètres carrés. Bonjour le luxe. Voilà. C'est mon gros luxe aujourd'hui. Voilà. On me prend des taxes, on me prend énormément d'argent, je suis en fin de construction, je tire la langue, je n'ai plus un sou de côté. Je ne peux même pas m'acheter une nouvelle voiture. J'ai une voiture qui a 355 000 km. Voilà. Voilà où il est le problème. C'est que moi je fais partie des gens qui bossent, qui ne refusent pas de bosser, qui fait des heures sup parce que j'en ai les moyens. J'ai une responsable qui est au top. Mais madame... Voilà. Mais qui tire la langue aussi. Mais moi, mais bien sûr, mais je suis donc entièrement aujourd'hui, on a des personnes qui ont du mal à trouver du travail, il y a des personnes comme moi qui ont du travail. C'est pour des personnes comme vous que je dis qu'il y a vraiment une incompréhension absolue. Oui. Parce que de la situation dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes des gens qui travaillez tout le temps, qui faites des choix, parce que vous avez choisi effectivement, comme vous le dites, c'est votre plaisir, votre luxe, voilà, je veux dire, la chose qui vous fait, voilà, qui vous avez envie de faire et que vous menez, et vous ne pouvez pas vivre, vous êtes obligé d'être dans un mode de survie alors que vous travaillez en permanence. Et ça, c'est inadmissible et ça, c'est intolérable. C'est intolérable. Et c'est là-dessus que, je veux dire, nous, justement, on alertait en disant, les gens qui sont comme ça, qui travaillent déjà, on va rajouter des taxes qui vont se rajouter indirectement sur leur mode de vie et qui vont les faire exploser. Pourquoi il y a autant de gens qui restent à la maison en disant, je gagne mieux? Parce que moi, c'est pareil. Si je restais chez moi avec mes 2 enfants, je gagnerais plus que ce que je gagne actuellement. Si j'enlève mes 600 € de garde... Entre parenthèses, moi je sais quand on gagne 400 € par mois pour certains, j'estime pas que... Alors après, je connais pas tout le monde, on est tous différents. Mais c'est pour vous dire que malheureusement il y a son cas, il y a mon cas, et puis il y a des personnes. Mais dans tous les cas, qu'on ait un travail, qu'on n'ait pas un travail, on ne s'en sort pas. En fait, c'est ça la finalité. On doit être dans un état, on doit être. L'État est là effectivement pour protéger, mais également pour permettre aux gens de vivre de leur travail. C'est ce que nous avons voulu amener avec Emmanuel Macron. Vous oubliez quelque chose, oui. C'est l'exemplarité. C'est de montrer l'exemple aux gens. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas. Et la colère vient aussi de là, madame. Hein, puisqu'aujourd'hui, quand on voit la misère de certaines personnes, hein, quand on voit les bas salaires, les travails qui sont payés une misère, vous allez faire des kilomètres et des kilomètres, vous allez vous éloigner de votre famille, vous n'allez plus pouvoir vous occuper de vos parents, vos grands-parents, vos enfants. Et quand on voit ce qui se passe en haut, hein, alors tout va bien, tout est beau. Moi, je n'ai pas vu un député encore arriver à l'Assemblée nationale avec sa petite glacière et son casse-croûte pour prendre son repas. Pourtant, c'est ce qui se passe, messieurs, mesdames, tous les jours, hein, sur les chantiers, tous les jours, c'est ce qui arrive. Donc moi, je veux bien me serrer la ceinture, mais j'aimerais qu'en haut, on me montre aussi l'exemple. Mais je crois que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si l'exemple, c'est que nous arrivions en espadrille avec non, l'exemple, c'est glaciaire. Non, je ne veux pas vous tirer vers le bas, attention, il faut monter les gens vers le haut. C'est pas bon, justement. Nous, on ne nous demande pas ce que vous descendiez, mais peut-être que vous nous aidiez à remonter et à venir vers vous. Il y a un problème. Vous voyez ce qu'il a dit là. Juste une chose. Ce n'est pas possible. Que les gens, pour gagner leur vie, ils font des kilomètres et des kilomètres. Et en plus, on nous gronde. On nous gronde parce qu'on pollue. On paye notre essence. On paye notre essence. On va nous dire que le diesel est plus bon, qu'il faut la changer et qu'on va vous donner 500 € ou 1000 € pour la changer. Je vous rejoins totalement là-dessus. Il y a eu une fracture. On est dans un monde, on est dans une France où depuis des décennies, tout a été concentré sur le mode de vie des métropoles et de Paris en particulier. C'est pas pour leur jeter la pierre, je veux dire, il y a des Parisiens adorables, on est tous d'accord.
simplement, on a fonctionné en s'imaginant que tout le monde pouvait se déplacer en vélo, que tout le monde allait pouvoir aller travailler en prenant le métro, qu'on avait des loisirs à portée de main, qu'on se retrouvait dans cet univers où on n'avait pas besoin de certaines choses. Et effectivement, on est dans un monde où l'urgence climatique est une réalité, où plus nous allons avancer et plus nous allons voir arriver des centaines de milliers de personnes qui fuient leur pays parce qu'il n'y a plus rien, parce qu'il y a un dérèglement. Laissez-moi juste terminer. Et nous vivons là-dedans et nous devons agir chacun d'entre nous. Et là, ce n'est pas le voisin qui doit agir, c'est tout le monde. Et montrer l'exemple quand il y a une urgence, ce n'est jamais une mauvaise chose. Donc que la France prenne des mesures en ce sens. Sauf que les mesures qu'on a prises, on a dit, qu'est-ce que c'est qui pollue? Eh bien, par exemple, la circulation. Et qui c'est qui circule? Ce sont les gens des territoires, ce sont les ruraux, laissez-moi terminer, ce sont tout ça. Et eux, ils ne se sont pas posé la question de voir la différence entre tous les gens qui vivaient sur Paris ou dans les grandes métropoles et qui utilisaient moins la véhicule et nous, et que c'était nous les gens qui allaient être taxés sur les territoires, et qu'en plus ces territoires, ce sont eux qui font en grande partie vivre la France, et malheureusement pour certains territoires où il y a les plus grands îlots de précarité et de pauvreté. Donc on a taxé finalement les plus faibles, et là cette mesure, c'est pas logique. Pourquoi je comprends pas comment c'est pas ça, c'est pas logique. C'est pas ça. Je vais juste terminer là sur ce que vous disiez, je vais en parler et pour clore le sujet. Sur le kérosène des avions et les bateaux. Pour les bateaux, c'est protégé par la Convention de Chicago. Oui, voilà, exactement. C'est 180 200 pays qui se sont réunis. Exactement. Voilà. Et donc depuis, on ne peut plus, ce sont des règles internationales, on ne peut pas, sauf au niveau des vols intérieurs, où l'on pourrait amener une taxation. Ça, c'est en cours d'études au ministère, parce que évidemment, si on augmente les vols intérieurs, ça veut dire que on déséquilibre la concurrence mobilité avec le train et ce qui existe déjà, la balance économique est à discuter, mais c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Ensuite, au niveau international, la semaine prochaine, avec plusieurs de mes députés, nous nous rendons à la COP24 en Pologne cette année-là, parce que justement, ce genre de mesures, ça doit être amené au niveau international, et c'est une priorité. Le trafic aérien est une des plus grandes sources de pollution de la planète. Donc, il faut agir là-dessus et proposer, et effectivement de revoir cette convention de Chicago. Ça, c'est pour l'aéroport. Et il existe l'équivalent pour le maritime. Voilà, simplement pour dire pour maritime et à l'impact environnemental, je voudrais savoir concrètement là, comment c'est calculé, l'impact environnemental aujourd'hui. Comment il est calculé vis-à-vis de la transition écologique? Comment ça, l'impact, comment il est calculé? Environnemental, oui. Vous voulez dire quels sont les... Pourquoi aujourd'hui on considère qu'un véhicule électrique est moins polluant qu'un véhicule thermique? Comment c'est calculé? Attendez, je continue. Donc en fait, concrètement, pour moi, la transition écologique, enfin quand on raisonne par rapport à la transition écologique, on raisonne par rapport au cycle de vie d'un produit. Donc, prenons le cas du véhicule électrique, qui apparemment est moins polluant que le véhicule thermique. Non. Bon, vous êtes d'accord avec nous. Donc ça veut dire que concrètement, Monsieur Macron veut aller vers le tout électrique. Non. Vous savez très bien que par rapport au lithium, batterie lithium des véhicules électriques, il ne faut pas faire non, mais laissez-moi parler. Non, il veut pas aller vers batterie lithium par rapport aux véhicules électriques, vous savez que le lithium il est extrait en Amérique du Sud. Vous savez très bien comment ça se passe concrètement, dans quelles conditions, en Bolivie, ils ont du travail. En Argentine. Oui, mais du travail, non, mais c'est le travail en Argentine. Concrètement, qui détient aujourd'hui, d'après les accords en 2011, il y a eu des accords en 2011 avec l'Argentine, c'est le groupe Bolloré, Eramet Bolloré, qui détient les extractions de lithium. Je termine. Ensuite, quand on parle des batteries lithium, qui fabrique les batteries lithium en France? Bolloré. C'est le groupe Bolloré. Vous êtes au courant de ça? Et là aussi, par rapport à Renault, qu'est-ce que vous avez concrètement à la place qui risque de remplacer Carlos Ghosn aujourd'hui? C'est encore un Bolloré. Donc concrètement, M. Bolloré a financé, on le sait, la campagne présidentielle de M. Macron. On se demande si la transition énergétique est punitive à nos yeux. Ce n'est pas une transition pour permettre à M. Bolloré de s'en mettre plein les fouilles. Voilà, concrètement. Et on se pose d'énormes questions par rapport justement à sa prise de position par rapport à la transition énergétique. D'autant que quand on regarde concrètement aujourd'hui au niveau de la désindustrialisation, la plupart des entreprises manufacturières fabriquent, où ça? En France pour la plupart, en Chine, en Inde. Et donc là, on a déplacé la pollution concrètement.
Alors c'est bien beau de dire que la France veut agir sur l'impact environnemental, mais concrètement quand on voit comment ça se passe, on dit que cette transition écologique c'est n'importe quoi, c'est punitif et c'est même pas raisonné. Donc on veut dire concrètement par rapport au prix de l'essence, il y a une chose qui est inadmissible, quand on regarde un petit peu, qu'on décortique le prix de l'essence, quand vous regardez les taxes qui sont appliquées sur l'essence, vous avez la TICPE, donc la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques. Elle est destinée à quoi cette taxe? Elle est destinée à l'entretien des routes, elle est destinée à financer les collectivités locales, elle est destinée pour une petite part à la transition énergétique sous le fameux CCE, donc assiette carbone, donc qui représente 4 milliards sur une enveloppe de 35 milliards que l'État a récupéré grâce à cette taxe. D'ailleurs, c'est une taxe, la 4e taxe derrière la TVA. Donc concrètement, par rapport à cet aspect-là des choses, on se dit, cette transition, à qui elle profite quoi. Alors, je peux vous répondre maintenant. Je ne vais pas vous dire à qui elle profite, parce que je partage à 95% tout ce que vous venez de dire. Merci. Hier, nous avons, en ce moment, on peut dire qu'on multiplie les réunions. Parce que quand même là, ils se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose, donc du coup, on se met à nous écouter un peu. Et donc, nous étions une vingtaine de députés et nous avons fait tout ce même constat que vous venez de faire exactement. À savoir qu'il fallait arrêter de prendre les gens pour des billes et de leur dire que l'électrique, ça allait sauver le monde. D'autant que c'est l'électricité nucléaire. Bon, voilà. Non, c'est pas la peine. Mais voilà, on la situation. Vous les aussi, EPR, voilà. on Donc, la transition énergétique, actuellement, il y a un objectif qui est de sortir des hydrocarbures. Oui, on est d'accord. Elle signifie cela, en gros. Parce que sinon, trouver une énergie propre, 100% propre, pour le moment il n'en existe aucune. Quand même être lucide, on met des bornes partout, mais c'est l'apanage de quelques-uns, parce qu'effectivement d'abord on n'a pas accès à ces véhicules, et ensuite, comme vous le dites, on déplace la pollution. On déplace aujourd'hui la pollution. On déplace la pollution. Elle n'est pas directement dans nos branches. On a perdu des emplois en plus en délocalisant. Ensuite, pourquoi quand même on cherche à développer une partie en électrique? Pas le tout électrique, ça non, jamais, jamais, parce que ce n'est pas possible, parce qu'effectivement, mais ça a quand même des atouts, c'est qu'on travaille sur plusieurs aspects. Le recyclage il y a d'énormes progrès qui ont été faits sur le recyclage des piles, j'aurais pu trouver le mot, et entre autres les piles au lithium. Pour le recyclage des batteries lithium. Les batteries lithium, il y a une jeune entreprise là maintenant qui a mis au point un système qui recycle en totalité, et qui pour la première fois a démontré qu'elle était capable de recycler de A à Z les piles au lithium. Je ne sais plus comment elle s'appelle, excusez-moi. Ça appartient pas au groupe Bolloré par hasard. Non, ça appartient pas au groupe Bolloré. Après, le poids des lobbies, je suis d'accord avec vous. Il y a plein de choses que nous on ne peut pas faire, on est comme ça. Bien sûr. On se dit c'est le bon sens, et puis derrière il y a le lobby derrière, mais c'est à tous les niveaux, c'est même des petites choses des fois. C'est au niveau local, le lobbying, il est des fois au niveau d'une commune, il est à tous les niveaux. Il est même quand vous faites votre maison entre les entrepreneurs. Je veux dire, et puis à grande échelle, c'est encore pire. Donc l'électrique, c'est quelque chose qui améliore la qualité de vie localement, qui nous dédouane des hydrocarbures, mais ce n'est pas la solution. Il faut quand même voir que ce mouvement des Gilets jaunes, pour moi, il y a quand même un effet très positif et très salutaire, c'est que quand même, il a réveillé un petit peu des gens là-haut qui auraient continué à planer à 300 000 au-dessus de la planète, vous voyez. C'est qui les gens Vous alertez ces gens-là, je suppose. Ah mais en permanence. C'est tout le groupe, les premiers de cordée qui sont tout autour en permanence. de Macron, et qui sont et qui sont à côté de la plaque, et qui, écoutez, petit à petit, on en voit qui se réveillent, donc on se dit que... Alors après, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes majoritaire à l'Assemblée quand même. Il y a quand même des choses qui sont proposées, des lois qui sont votées, et apparemment, vous levez la main quand il faut voter certaines lois. Donc, pas pour toutes, mais bon, la plupart. Pas pour toutes, mais la plupart. Donc, est-ce qu'elles vont dans le bon sens ou pas? Aujourd'hui, par exemple, je pense qu'il faut revenir à un point quand même essentiel. En tant qu'être humain, on a des besoins vitaux à chacun, qui est commun à chacun. Est-ce que demain, vous pouvez nous garantir que l'eau va continuer à être potable quand on va tourner le robinet? C'est sûr que si on s'amuse à démolir toutes les infrastructures comme c'est le cas en ce moment, non. Voilà, ma question elle est là aussi. Est-ce que vous pouvez nous le garantir? Est-ce qu'on va pouvoir personne ne peut vous le garantir, c'est une action de tout un chacun. Si on arrête de jeter n'importe quoi dans les... non, mais c'est des solutions correctes. Alors moi, voilà, je voulais redescendre au bas de la pyramide en parlant de pollution. En parlant de pollution, moi, ce qui est concret pour moi aujourd'hui, la pollution, le tri. On nous demande de trier pour moins polluer. Qui paye les ordures ménagères?
fait tous ces ordures ménagères. Est-ce qu'elles n'ont pas augmenté? Si. Et on nous demande de faire le tri. Explosent. Donc moi, madame, honnêtement, elles sont toutes mélangées. 368 € l'année dernière. Oui. Pour l'année. J'étais en location en attendant de faire mes 2 maisons, parce que j'ai essayé de monter, donc voilà. Donc j'ai payé 368 €. Et le propriétaire en a pris une partie. Donc payer 400 € l'année pour faire le tri, il en est hors de question. Donc moi aujourd'hui, je suis honnête. Je comprends pas ce que vous voulez dire pour faire le tri. Ben, si je redescends en bas de la pyramide, d'accord, vous parlez pollution, de tout ça. Aujourd'hui, on nous demande de faire le tri, d'accord, les poubelles, le verre, le machin, le truc, le bidule. On nous demande à nous, citoyens. Oui, bien sûr, mais on nous demande de faire le tri en action, voilà. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, on nous demande de faire ça, mais on nous prend encore plus cher sur les ordures ménagères. Ça n'a rien à... Enfin, excusez-moi, mais on fait pas le tri parce qu'on est payé. Voilà, exactement. On fait le tri parce qu'on est un citoyen dans un pays qu'on n'a pas envie de nous augmente les ordures ménagères alors qu'on nous demande de faire la moitié du travail. On facilite le travail. Donc normalement, ça devrait être plus simple. Est-ce que vous me rejoignez là-dessus ou pas? Que ce soit plus simple, alors là, je vous rejoins complètement. Alors pourquoi, si c'est plus simple, pourquoi on nous prend plus? On nous prend plus. Il est là le problème entre en haut et en bas. Non mais oui, non mais ça, c'est au niveau local et chaque localité. Oui, mais c'est pas normal. Si on parle de tout le local, tout le monde augmente. On n'est pas les seuls à augmenter. Toute la France a augmenté en ordures ménagères. Donc moi aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire le tri. Bien entendu, on fait le tri même si on n'a pas d'argent. En fait, c'est quelque chose. Mais je ne parle pas de tri. Je ne parle pas de tri. Je vous parle d'achat. Quand je vais au supermarché, j'achète des trucs top budget. Les trucs top budget, il y a 20 plastiques dedans. Alors que si j'avais les moyens d'aller à la halle aux légumes, là je peux prendre mon petit panier et mettre mes petits légumes, sauf que c'est trop cher. On peut plus acheter de viande, on peut plus acheter de fruits et légumes. Donc on va chercher du top budget et je suis de merde. Je suis désolée, ils sont pleins de papier à lui et de plastique. Il faut tout repenser, mais c'est tout. Eh bien je sens qu'on est dans la merde. On est dans une merde folle. Le problème c'est qu'on a laissé tout s'accumuler, que c'est pas que la faute à Macron, mais c'est la faute à... Vous soulignez quelque chose d'essentiel, c'est la France, ce n'est pas une personne qui gouverne. La France, c'est 60 millions de personnes et c'est le comportement de 60 millions d'individus. Oui, mais bon, quand on peut pas faire qu'il y ait des taxes, qu'il y ait des lois qui soient mises en place, qu'il y ait des contrôles permanents, qu'on vienne nous emmerder sur chaque chose, etc. Là, écoutez, je me suis encore fait flasher parce que je roulais à 84 km/h sur le truc là, parce que j'étais distraite sur le truc. Et voilà, je me retrouvais avec un point à moi, mais franchement, ça voilà, on n'en peut plus. Je comprends, mais je donne cet exemple parce qu'il me vient à l'esprit, mais c'est pas du tout même illustrant. Mais qu'ensuite, on ne comprenne pas que l'on fasse partie d'un tout, là, je veux dire, c'est même pas, je vous pointe même pas du doigt. Pour moi, il y a une défaite absolue de l'éducation nationale, qui fait que quand on est enfant, on doit apprendre, entre autres, et c'est normalement dans les programmes, qu'il y a une instruction civique, que l'on fait partie d'un pays, que l'on est un citoyen, où l'on apprend quelles sont les fonctions de chacun, à quoi ça sert les élus, à quoi ils servent justement, pour qu'après on ait envie peut-être soi-même d'être un élu et de représenter les autres, et que l'on comprenne qu'on est dans un pays démocratique, que l'on comprenne que les choses ne fonctionnent pas si tout le monde... Qui c'est qui met ça en place? Vous avez rien écouté de ce que je Mais bien sûr que si, je vous ai compris, madame. Moi j'ai terminé. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Et il y a des... Vous dites les fruits et les légumes. On est dans une région... On ne peut pas. On a une chance inouïe d'être dans une région productrice de fruits et de légumes. Il y a des... Non, mais... Madame, j'étais agricultrice, hein. Non, ne dites pas ça. On ne peut plus que j'étais honteux. Les prix que j'appliquais en tant qu'agricultrice, je ne pouvais pas me les payer moins. Merci. Donc je fabriquais des fromages. Le fromage que je vendais, j'avais honte de le vendre. On a été maraîcher. La salade à 1 €, j'avais honte de la vendre. J'ai arrêté à cause de ça. Non, c'est pas vrai tout ce que vous dites. Même ce que nous on est obligé d'appliquer pour pouvoir s'en sortir, c'est une honte. J'avais honte de vendre mes légumes. Il y a deux choses qui me paraissent inadmissibles. Vos revendications? Non, mais je vais vous expliquer. Il y a la TVA qui est appliquée sur le pétrole brut. Il y a la TVA qui est appliquée, TVA, taxe valeur ajoutée. Donc valeur ajoutée, c'est la richesse créée par une entreprise. TVA sur la TICPE. TICPE, c'est une taxe. Une TVA sur une TVA. Une valeur ajoutée, une taxe valeur ajoutée, donc ça représente 11 à 12 centimes. Non mais c'est une usine à gaz ce truc. Alors quand on regarde un peu concrètement comment est calculé le prix de l'essence, et c'est vraiment... Mais personne n'y comprend rien. Mais non, mais c'est fait exprès, concrètement c'est fait exprès. C'est fait exprès. Comme ça, les gens... C'est pareil quand M. Macron dit il va donc supprimer la taxe carbone. Mais la taxe carbone, ça représente rien par rapport au prix de l'essence. C'est par rapport au TICPE, c'est rien du tout. Alors ça, c'est pareil, parce que là, je pense que c'est stratégique. Il a peur de ce qui va se passer à Paris. Donc concrètement, il a donc dit
Voilà, on va essayer de mettre une petite mesurette pour essayer de les calmer, mais voilà, ça part... Non, mais il ne faut pas dire une petite mesurette. Moi, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience et qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. On n'est pas 1789, là. Non, pas du tout. Mais voilà, de l'argent, on peut vous en donner, on peut vous donner des exemples. À quoi il sert le CICE aujourd'hui? À financer des entreprises comme Carrefour, comme Carrefour, c'est 700 millions par année qui reçoivent du CICE. Après, il y a la SNCF, la Poste. Tu les vois, là, ces entreprises embauchées, ils se débauchent. Ils font de... Oui, j'ai entendu. Mais j'espère qu'il ira jusqu'au bout, parce que sincèrement, ça serait vraiment... 350 millions, ils reçoivent chaque année. Et les banques qui reçoivent 100 millions. Et tous ces... Est-ce qu'ils sont fournisseurs d'emplois? Non, investissement, SNCF... Poste, zéro. Agir, et puis les employés, le nombre de burn-out, avec l'Europe, de personnes qui peuvent plus. Mais sûrement, c'est qu'ils des emplois. Et ils touchent de l'argent pour améliorer l'emploi. Mais le problème, c'est que l'Europe, on ne parle pas d'une seule voix. Aujourd'hui, vous voyez, on parle avec autant d'États qu'il y a... Et le problème, c'est que de ce fait, on ne peut pas prendre des décisions rapides. Bon, j'ai entendu là, votre ministre de l'économie, je trouve que c'est une très très bonne idée de taxer éventuellement des groupes comme Amazon qui ne payent pas de TVA et qui ne payent pas d'impôts en France. Moi, je trouve, ou impôts très faibles. Ce sont eux les GAFAM. Oui, tout à fait, on est d'accord, c'est pour ça que je parle des GAFAM. Donc ça veut dire que concrètement, de l'argent, vous pouvez en trouver si vous avez besoin d'en trouver. Mais il ne faut pas forcément punir les gens qui utilisent leur diesel tous les jours parce qu'on leur dit que attention, vous polluez, parce qu'il paraît qu'il y a 50 000 de morts par an à cause du diesel. Ça, il faut me le prouver. Et ça, c'est pas encore une garantie en or. Donc concrètement, moi, je trouve que là, on vit une transition écologique. On est tous pour l'écologie, mais l'écologie, ça se raisonne à l'échelle planétaire. C'est pas à l'échelle de notre pays. Je vais expliquer le cycle de vie d'un produit. Alors on va parler de transition énergétique en parlant de véhicules électriques, mais alors que le véhicule électrique, quand on voit un petit peu le cycle de vie d'un produit, bon, on va pas répéter ce que j'ai dit. Mais concrètement, il y a plein de choses qui ont été faites vraiment dans la mauvaise direction. J'aimerais comprendre pourquoi on nous empêche de manifester et d'exprimer justement, enfin voilà, on voit quand les manifestants montent à Paris, alors on ne va pas parler des casseurs sur lesquels je suis absolument contre et qui ne sont pas du tout représentatifs des Gilets jaunes, mais je veux dire, quand on veut s'exprimer, là j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de nous faire taire. Pareil, on en a eu d'ici à l'Est, qui sont allés sur Paris, qui peuvent témoigner de ce qui s'est passé en réalité à Paris, vraiment. Ce qu'on nous a rapporté au niveau média n'a rien à voir avec ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Et là aussi, ça fait poser... moi, je me pose des questions. Je me dis pourquoi on veut nous faire taire? Pourquoi on refuse justement qu'on soit là à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi il ne vient pas nous parler? Pourquoi il nous prend de si haut? Et là, dans tout ce qu'on vient de discuter maintenant, ce qui me fait très peur, madame, c'est que on avait tous une vie avant. Et on aimerait tous la récupérer, mais on ne peut pas parce qu'on n'arrêtera pas. Et je m'aperçois que ça va durer, mais très longtemps, cette histoire, parce que vous nous avez entendus, mais vous ne nous avez pas compris. C'est vraiment ce qui ressort. Là, je vous parle vraiment... Pas surtout, ouais. Voilà, pas surtout. Alors, ça m'inquiète beaucoup parce que je me dis combien de temps nous, on se structure. Mais il n'y a pas que nous. À l'Est, c'est un pipi. Et c'est vraiment une goutte. Vous le dites, vous dites, voilà, il y a certaines choses que j'ai compris, pas d'autres, mais... Je vais parler avec d'autres personnes et nous aurons un discours différent. Le mouvement des Gilets jaunes, et vous en êtes tous, vous n'êtes pas deux semblables. Vous n'êtes pas deux semblables. Et vous vous adressez à chaque fois à une personne. Moi, je suis la même, que je m'adresse à vous tous, ou que je m'adresse ce matin, ce midi. Vous voulez dire qu'on n'a pas tous la même le même discours, mais exactement. Exactement. Moi, je vous crois pas. Mais vous ne me croyez pas, mais vous-même... Attendez. Je veux dire, là, j'ai rencontré... Vous n'avez pas parlé, mais simplement, je voudrais simplement quand même faire le point là-dessus, quoi. Là, depuis la semaine dernière, j'ai quand même rencontré pas mal de monde. Et il y a eu plusieurs fois des images même qui ont été filmées. Donc, vous pouvez voir que les échanges, ce ne sont pas les mêmes. Oui, ce ne sont pas les mêmes. Quoi. Je veux dire, s'il vous faut des preuves, on vous les amène. Vous avez reçu d'autres Gilets jaunes qui n'avaient pas le même discours que nous? Oui. Alors, sur certains points. Sur certains points. Par exemple, là, sur le quoi on s'est accroché et que cette jeune fille est partie, mais écoutez, c'est son choix. Mais sur la notion de travail, etc. et tout, je vous assure que j'ai eu des conversations totalement différentes avec d'autres Gilets jaunes. Et des conversations encore plus éloignées de mon discours
avec d'autres. Par mais contre, la souffrance reste la même. La souffrance reste la même. C'est la seule chose qui est importante. Et ça, c'est le point qui est essentiel. Régulièrement à Nîmes, je veux dire, ce qu'ils ont fait de la route au niveau de Dions. Ah, mais là, on est entièrement d'accord. On va avoir des dizaines de millions d'euros pour remettre en état la route. Alors, tirez la sonnette d'alarme. Tirez la sonnette d'alarme, parce que ça ne va pas finir. Il faut que ça s'arrête. Mais comment voulez-vous que ça s'arrête, puisque personne ne dit la même chose? Non, il y a des revendications sur le pouvoir d'achat. On demande, je pense que le pouvoir d'achat ressort pour tous différents. Par exemple, le SMIC. Non, mais on a bien entendu qu'on ne va pas. Il y en a qui vont dire on le met à 1000, on le met à 1300, c'est bon. D'autres à 1700, c'est bon. D'autres vont dire en dessous de 1008, on ne bouge pas. Comment voulez-vous faire? On veut du pouvoir d'achat, que ça passe par le SMIC, que ça passe par la revalorisation des retraites, que ça passe par là où vous voulez. Nous, ce qu'on veut, du pouvoir d'achat. Après, c'est certain que comme de partout, il y a peut-être des offres, des demandes qui sont un peu exagérées, mais dans son ensemble, on est tous sur la même longueur d'onde. On veut mieux vivre, voilà. On veut travailler, mais mieux vivre, voilà, tout simplement. On veut avoir des loisirs, on veut aller au restaurant, on veut peut-être se permettre de construire une maison. J'ai acheté 2 pantalons à mon fils aujourd'hui, une paire de chaussures, ça me fait un sacré trou. Les gilets jaunes, c'est ça, les gilets jaunes, c'est pas autre chose. Je parlais de la fraude au niveau des gens qui ne travaillent pas. On est tous d'accord, ça existe. Mais alors, dans ces conditions, il faut faire la chasse à la fraude. Mais on va commencer par la fraude déjà au niveau des... comment ça s'appelle la pyramide. La fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai pas cherché les chiffres, c'est 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros. Après, on peut aller chercher les petits qui, effectivement, eux, profitent du système, touchent le RSA ou autre chose, et puis font du travail au noir. Ça, c'est d'accord, mais on est entièrement d'accord. C'est des écrans. Mais d'abord, on va commencer par le haut d'abord, par le haut de la pyramide. Le pouvoir. Voilà. Et moi, pour finir, parce que puis après, bon, tout le monde dira tout, et on va en rester... Enfin, je sais pas, hein, le problème... Je vais vous le dire, c'est que notre ami Macron, là, il n'entend pas. Non. Même vous, il ne vous entend pas. Ne me dites pas que ça avance, il ne vous entend pas. Alors ce qu'il y a, c'est que là-haut, il se tire la couverture. Ça, il nous bat froid depuis 20 jours. Seulement nous en bas, on commence à avoir plus rien pour se couvrir, on a froid aux pieds. Moi, c'est quelque chose que je demande et que je réclame et je dis... Mais c'est trop tard. Non, mais voilà. Et maintenant, je me dis que d'avoir autant attendu, si maintenant Emmanuel Macron prenait la parole, c'est trop tard. Je pense que la plupart des personnes, excusez-moi, peut-être que je me trompe dans mon interprétation, hein, mais le verraient comme une provocation. Oui. Et il fallait qu'il y réfléchisse avant. Oui, peut-être. Mais alors, il a voulu qu'on vienne le chercher. Fortement. Non, il faut qu'ils disent que voilà, il a voulu travailler d'une certaine manière, que c'était pas. Voilà, s'il est arrivé en disant je suis vraiment désolé, je me suis trompé et je suis prêt à vous écouter, moi personnellement je suis prête à l'écouter. Je veux dire à ce moment-là, ne voyons pas derrière, regardons aujourd'hui. Ça c'est évident. Oui, parce que je pense que le constat, tout le monde fait à peu près le même. Après, ce qui manque, c'est d'amener quelque chose. Parce qu'il a été élu en voulant bâtir une nouvelle France, en étant sur la fermeté, et puis maintenant il va dire le contraire de pourquoi il a été élu. On s'est cotisé, on se cotise tous les mois pour qu'elle n'ait plus à aller au Resto du Cœur. Alors moi, je vis déjà avec très peu, mais je suis obligée de donner aussi à mes parents. C'est terrible pour eux. Hein. Ils le vivent difficilement. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. Et en fait, c'est ça cette souffrance, c'est que on a travaillé toute notre vie parce que justement on a travaillé pour notre pays, quelque part tous, pour pouvoir le faire vivre. Et au moment où on a besoin de lui, il n'est pas là, quoi. Et c'est ça qui est terrible. Ça nous fait beaucoup de... Enfin, moi, je suis peinée. Vous voyez, je ne suis même pas en colère. Moi, je suis très, très triste de ce qui se produit. Mais madame, moi, c'est ce que je dis depuis le début. Hein, cette histoire-là, les gens disent, ils ont peur de ce qu'on dit. Je dis, mais moi, j'ai pas peur, c'est pas de la peur. Mais c'est vraiment, ça me noue les tripes de voir qu'on soit obligé, qu'une partie de la France soit obligée d'aller sur des ronds-points pour montrer dans quel état elle se trouve. Et c'est vrai qu'au milieu, il y a des gens, des tirs au flanc, des gens qui profitent du système. Cet abruti qui représente les gilets jaunes, là, qui travaille depuis 10 ans, qui a ce poste fictif et qui touche 2600 euros par mois. On est au sommet de l'État aussi, madame. Hein. Non, mais monsieur, j'essaie simplement de vous dire que... Bon, écoutez, vous savez quoi, votre discours, monsieur, il est exclusif. Votre discours, monsieur. Non, monsieur, c'est pas une histoire de position. Votre discours, c'est qu'en gros, tout ce qui se passe, c'est le fait on va dire, allez, 2-3 000 personnes. Ces personnes-là, on les fait gicler, et puis après, tout va aller bien. Mais monsieur, vous dites que c'est tous les petits qui profitent, etc. Moi, je dis que les hauts profitent aussi. C'est pas si simple. Excusez-moi, si ça peut être beaucoup plus simple. C'est pas si simple. Avec du dialogue, il y a beaucoup de gens qui ne profitent pas et qui essaient d'améliorer ce qui passe en bas. Comme les petits riches dont vous parlez, ils profitent aussi certains.
profitent, en bas il y en a qui en profitent, mais les profits ne sont pas les mêmes. Et moi je rejoins totalement madame qui dit que là-dedans c'est plus de la tristesse qu'il y a là-dessus que de la colère. Tes parents, ils auraient dû faire des études, avoir des diplômes et on les aurait reconnus. Et comme c'est pas le cas, et ben on les laisse où ils sont avec des retraites misérables. Ah oui, maman, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment ça la France. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est par rapport, sinon revenir aux donneurs d'alerte. Aujourd'hui, il y a eu quand même, parce que moi j'ai eu l'occasion de discuter avec la gendarmerie, et puis ils m'ont dit pourtant on a remonté les informations par rapport à ce qu'on vit au quotidien. Donc ils nous ont alertés par rapport à la situation qui devenait périlleuse. Il y a aussi les associations, le secours populaire, vous avez Emmaüs, vous avez beaucoup de gens qui tous les jours aident les gens qui sont dans la misère. Donc vous avez pris conscience un petit peu, je pense, de la situation. Ou vous ne les avez pas écoutés du tout. Il y a les maires aussi qui remontent, qui servent de relais avec la population, qui vous ont indiqué que leurs citoyens sont beaucoup dans la détresse la plus complète. Et je ne comprends pas qu'on puisse aujourd'hui continuer à mettre en place une politique, alors que, bon, je vous ai dit ce qu'a dit M. Macron, oser c'est gouverner sans oublier les faibles, et là, concrètement, il fait le contraire, quoi. Donc, moi, c'est ça qui aujourd'hui nous met en rogne, d'autant qu'il a tenu des propos qui étaient des fois... Il y a eu des mots durs. Des fois, c'est de la provocation, et au niveau communication, c'est n'importe quoi, c'est zéro pointé. Donc ce qui fait qu'il a attisé en plus les tensions, et qui fait qu'aujourd'hui, comme vous dites, c'est même pas la peine qu'il s'exprime. C'est même pas la peine qu'il s'exprime. Je le répète, et si vous me permettez, nous conclurons sur cela. Parce que vous avez bien compris ce que de toute façon vous voulez essayer de passer, oui, bien sûr. Pour moi, c'est une grande tristesse effectivement de voir que on soit obligé, qu'une partie de la France soit obligée de se mobiliser pour montrer, parce que quand vous dites protéger les faibles, je pense que ceux qui n'avaient pas réalisé, c'était le nombre que sont finalement les personnes qui vivent de peu, qui vivent de décès. Et la classe moyenne aussi. Et que la classe moyenne, elle n'est pas corvéable et servable à merci, et qu'on ne peut pas toujours impacter les mêmes, effectivement. Là-dessus, moi je pense quand même qu'il faut tirer des leçons positives de chaque chose, et même de mouvements comme celui-là, qui même s'il montre un ras-le-bol total, en tout cas a permis de montrer ce ras-le-bol. Parce que tout le monde le disait, parce que vous dites, j'espère que vous allez comprendre, mais moi ça fait belle lurette, j'ai compris, et on est nombreux, mais on s'en moque quelque part qu'on soit plusieurs à l'avoir bloqué, parce qu'on n'était pas entendus. On ne nous entend pas, on ne nous écoute pas, c'est comme ça. On ne fait pas partie du petit cercle rapproché, voilà, il y a des murs autour de M. Macron, et c'est filtrant, voilà. Moment, quand on vous demande de voter je ne vote pas ce que je n'approuve pas, monsieur. Vous m'excuserez, mais j'ai mon libre arbitre, et personnellement, je ne vote que ce que j'approuve. C'est parfait, mais vous dites qu'une grande partie de votre groupe ont compris ce qui se passait, donc il faut que cette partie-là puisse s'opposer à ce qui se fait actuellement. C'est votre Monsieur, devoir. Une voix sur 577, c'est une voix. Voilà. Alors la mienne, moi je l'ai faite à chaque fois en âme et conscience. Si vous voulez, on peut éplucher chacun de mes votes. Mais enfin, on est là pour transmettre. Ce que vous faites, madame, vous ne mettez pas en colère. Hein. Mais je me mets en colère parce que vous considérez qu'il y a là-bas un petit troupeau de moutons bêlants et que nous ne faisons rien. Alors que nous sommes des individus. Certains n'entendent pas, donc je parle de ces... On ne vous entend pas, on n'est pas écouté, ça ne signifie pas que nous sommes des moutons. Ce n'est pas la même chose. Eh bien alors, il faut que justement ceux qui ne sont pas ces moutons, c'est vous qui tenez Et vous voulez quoi, que nous nous transformions en loups? Peut-être. C'est vous qui êtes au plus proche du pouvoir. Si jamais vous lui avez donné quelques... ce qu'on vient vous dire aux gens. L'avantage, je reviens à la seule chose positive qu'il y a là-dedans, et décidément, monsieur, vous n'aurez jamais eu le temps de parole. Excusez-moi. Je me permettrai de conclure si vous permettez. Voilà, bien sûr. C'est simplement que voilà, je pense que dans chaque chose, il y a quand même quelque chose qui est positif, c'est que là... Quelqu'un qui dit qu'il ne se rend pas compte qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il est vraiment totalement sourd et absolu. Et que là, du coup, vous m'avez coupé là dans mon élan en quelque sorte, mais le message qui est plus qu'un message, enfin cet appel, ce qui vient de toute la France, hein, et pas que d'une seule France, mais de partout, quoi, pour dire ça va pas, etc. Il y a une prise en compte, une prise de conscience. Et là, ça me fait de la peine qu'on en soit venu à devoir arriver à de telles extrémités pour la faire entendre, mais je pense sincèrement, en tout cas, que ce mouvement aura servi à ça, à faire entendre. On peut pas ensuite, non, certes, non, mais il est déjà là, il y a une prise de conscience, elle y est déjà. Ensuite,
des mesures et un changement, un bouleversement, aussi grand soit-il, qui conviennent à tout le monde, ça n'existe pas. Non, mais il faudra faire plaisir à tout le monde. Ça n'existe pas. Faire plaisir à tout le monde, ça n'existe pas. Si. Et il y a des personnes qui seront satisfaites de certaines mesures que nous prendrons et qui quitteront le mouvement. Et le principe de la démocratie, c'est celui du plus grand nombre. C'est-à-dire que l'objectif, quand même, va être de satisfaire le plus grand nombre et le plus équitablement possible, et en priorité les plus faibles. Ce sera mon mot de la conclusion, et je pense, moi je suis certaine en tout cas, qu'il y aura eu au moins cette utilité-là. Ensuite, si ça sert de vecteur à basculer dans une espèce de pseudo-révolution, une insurrection au niveau du pays, République. Au niveau, enfin, 6e République, ce que vous voulez, enfin, si elle est dans le feu et le sang, là, tout le monde va être, mais c'est même pas perdant, quoi. Je veux dire, c'est la France qui disparaîtra. Monsieur. Je n'attends pas de réponse, je veux juste vous dire 2-3 réflexions. Bon, déjà, les crises comme celles qu'on traverse ont toujours été dues à une différence trop importante entre les salaires des plus hauts et des plus bas. Donc ça, on est tous d'accord là-dessus. La deuxième chose, je résumerai le souhait des Gilets jaunes en disant qu'on veut plus de justice, plus d'égalité et plus de démocratie, tout simplement. Oui. Ces 3 mots pour moi. Et plus de démocratie, moi je vous entends. Définit très clairement ce que demandent les Gilets jaunes, à mon avis. Mais c'est le mien. Il y a un ordre? Je ne sais pas pour vous taquiner, mais non, c'est juste pour savoir s'il y a des choses qui sont plus prioritaires que d'autres. Non, dans l'ordre où je les ai Justice, mentionnés. égalité, démocratie. C'est ça. Au niveau des plastiques, juste une petite réflexion, c'est quand même plus facile de ne pas produire les déchets. Donc, les déchets doivent être traités en amont. C'est pas normal qu'on se retrouve en bas à essayer de traiter des déchets qu'on a délibérément produits. Donc là, il n'y a que le législatif qui peut dire il faut faire des emballages réutilisables, des emballages en verre. Minimum d'emballage, il y a l'interdiction, voilà. Mais on les amène petit à petit. Mais là, il y a également le fameux problème. Il y a le problème des lobbies. On pourrait avoir des emballages en verre. Nous avançons trop doucement. Refaire partir les camions. Déjà, pas produire les futurs déchets, c'est la première chose à Si on veut diminuer le volume des déchets, déjà de ne pas en produire à la base. Non, mais vous avez raison. Au niveau de l'écologie et des carburants, en 2015, Jean-Marc Jancovici a fait une étude, vous en êtes au courant, qu'il a présentée à un groupe. Il préconisait le triplement du prix des carburants. Par contre, en parallèle, il préconisait également de s'entendre avec des sociétés comme Renault, par exemple, qui ferait tourner la société française, pour produire des véhicules moitié moins lourds, avec une consommation 3 fois inférieure, ce qui permettrait à chaque citoyen de ne pas avoir d'augmentation de sa dépense, puisque consommant 3 fois moins, même si c'est 3 fois plus cher, c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour le porte-monnaie. Et il préconisait, alors je ne dis pas que c'est la solution, il préconisait que l'intégralité des taxes, les 200% supplémentaires plus les 75%, servent au gouvernement pour remplacer l'intégralité du parc automobile français. Oui, mais ça, on me l'a proposé sur d'autres ronds-points. Voilà. Et ça... Enfin, vous n'êtes pas un rond-point, mais enfin, je veux dire... Non, mais... Vous comprenez, mais... Je le prends pas mal. Je le prends pas mal. Mais là, c'est pour ça qu'il y a la table ronde. Vous savez, il y a une vie sociale maintenant au niveau d'un rond-point. Il y en a qui vont payer leurs taxes d'habitation sur les ronds-points. Oh, bravo. Donc, voilà mes réflexions, et je pense que ça peut servir de base pour essayer de trouver quelque chose. Mais ce sont des propositions qui sont très pertinentes. Et même si, évidemment, on a un problème de communication, mais ce sont vraiment c'est plus que des pistes, c'est des choses sur lesquelles on travaille et qu'on essaye d'amener, qu'on amène régulièrement sous forme d'amendements et qui sont retoqués, comme on dit, pour utiliser notre jargon, parce qu'il y a un lobbying derrière qui est énorme, qui fait qu'on ne peut pas. Mais petit à petit, on avance. Voilà, on a interdit malheureusement à Perpète les Olivettes l'utilisation de la vaisselle jetable, par exemple, pour diminuer les volumes, les pailles, etc. Mais les choses arrivent très très lentement, trop lentement selon moi, mais elles arrivent, enfin, je veux dire, on a quand même une certaine cohérence dans notre action. Ensuite, comme je disais, on mène un combat permanent, et c'est pas parce qu'on n'a pas gagné le combat que ça veut dire qu'on l'a abandonné. On continue, mais et on a des objectifs, on les connaît, enfin,
qui sont en particulier justement sur la qualité de vie de tout un chacun. Parce que comme je le dis en permanence, moi l'écologie, elle ne peut pas se faire sans la société, parce que l'écologie, étymologiquement, c'est le discours de la maison, c'est le bien vivre dans un environnement, ça signifie ça. Et ça veut dire que si c'est pour vivre dans un environnement, ça signifie qu'il y a des gens qui vivent dedans. Et c'est la société, enfin, ce qui importe, c'est la société qui vit dans l'environnement. Et préserver l'environnement, c'est préserver la société. Donc on ne peut pas, quand on agit pour l'un, on agit pour l'autre, et vice-versa. Les deux sont intimement liés et vont de pair. Ce sont des combats qu'on mène. On a créé un sous-groupe au sein de notre groupe. Là. Enfin, c'est pas dans notre groupe, toute l'Assemblée. Nous avons... tous les partis confondus, on s'est regroupé dans un groupe qui s'appelle Accélérons et qui est justement des mesures sociales qui vont dans la protection de l'environnement. Des actions organisées, de prévues, avec blocage encore une fois. Ça, alors là c'est pareil, il y a des groupes de blocage, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On respecte toute action, mais voilà. Et puis il y a ce côté, moi c'est celui-là qui me fait peur, qui est un peu extrémiste et qui commence à être en colère. Donc autant les laisser sur les points de blocage, comme ça les... Vous comprenez bien que les blocages, c'est une atteinte à la circulation, à la liberté de tout un chacun, et que c'est hors la loi. Et bien à ce moment-là, oui, bien entendu, mais nous, si vous savez, c'est le... Voilà. Non, il n'y a pas de seul moyen, rien ne peut justifier une violence, quelle qu'elle soit. Ah mais non, on ne parle pas de violence. Le blocage, c'est une violence. Le blocage, c'est une violence. Oui, mais on se sent violenté aussi. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bagnols, au centre des impôts, aujourd'hui, il y a eu la révolution entre hier et avant-hier. Parce que les gens, ils sont allés avec, ils ont reçu des amendes, ceux qui payent plus de 1 000 € de taxes professionnelles, qui ne sont pas servis de leur ordinateur pour envoyer l'argent aux impôts, qu'ils ont envoyé manuellement, ils ont reçu une pénalité de 15 €. Et ça tombe maintenant, et ils n'ont pas de chance, le gouvernement, je vous le dis, moi. Madame, je suis obligée d'y aller. C'est objectif bien. Merci. C'est objectif bien. Mais c'est à Bagnols.